Bien, bonjour mesdames et messieurs, c'est un plaisir de retrouver cette conférence tous les ans. Et je voudrais donc ce matin commencer cette table ronde et ce débat sur la situation en Europe par quelques messages totalement désespérants sur la situation de la zone euro. Ceci est assez curieux puisque depuis le mois de juillet de l'année dernière, les investisseurs et les marchés financiers, comme vous le savez tous, sont redevenus extrêmement optimistes sur la situation de la zone euro. On voit, en particulier dans le monde anglo-saxon, un très grand appétit pour des actifs dont on pensait que la demande avait définitivement disparu. On voit des acheteurs de dettes grecques, des acheteurs de dettes espagnoles, des acheteurs de dettes bancaires espagnoles et italiennes, des acheteurs d'euros. Et donc les marchés financiers ont décidé que la crise de la zone euro était terminée. Et comme vous le savez tous, ceci vient des mécanismes qui ont été mis en place au mois de juin de l'année dernière, et que Jean-Marc rappelait au début dans son intervention, des mécanismes de soutien des dettes publiques par des fonds européens ou par la Banque centrale européenne. Alors je voudrais essayer de doucher cet optimisme. Ça ne me déplaît d'ailleurs pas profondément que ces investisseurs se ruinent sur le retour de la crise de la zone euro, ce qui ne serait évidemment que se produire. Et je voudrais vous expliquer pourquoi, en quelques minutes, il faut être beaucoup plus prudent et beaucoup plus profond dans l'analyse que cette analyse un peu simple des marchés que je viens d'évoquer. Alors, le premier point, très vite, et puisque nous en avions d'ailleurs déjà parlé l'année dernière, retour sur la cause fondamentale de la crise de l'euro, c'est l'hétérogénéité des pays. C'est quelque chose qu'il faut rappeler. Ce n'est pas une crise financière, ce n'est pas une crise initialement des finances publiques, c'est une crise de la nature des institutions de la zone euro. Et vous savez que l'hétérogénéité, en particulier, se manifeste par des spécialisations productives très différentes, des tailles extrêmement différentes des industries entre les pays de la zone euro. Et vous voyez dans ces deux graphiques que le poids de l'industrie dans l'économie varie. On part du haut de 30% en Irlande, vous voyez à peu près 22% en Allemagne. Et si vous allez vers le bas, 8% en Grèce, 12% en France. Donc des tailles dans un rapport de 1 à 4 pour l'industrie. Et que ceci, d'ailleurs, est en train de s'aggraver, puisque la crise, et c'est quelque chose qui est mal connu, n'est pas du tout en train de générer un rebond de la capacité d'offre de la zone euro. La crise est en train de fabriquer une destruction massive de capacité de production. Ce que vous voyez ici, c'est la capacité de production des industries dans quelques pays européens. Et vous voyez que depuis 2010, on a un déclin qui va de 10, 15, 20% dans la capacité de production de l'industrie. La zone euro perd sa capacité de production, donc perd du PIB potentiel. Et ceci, évidemment, aggrave ce qu'on voit à l'instant, c'est-à-dire aggrave le processus de désindustrialisation complet dans les pays qui sont les plus en difficulté ou dans les pays qui sont déjà désindustrialisés de la zone. Alors, pourquoi a-t-on eu une crise avec cette hétérogénéité? À nouveau, dernier petit rappel. Bien parce que dans une union monétaire qui n'est pas une fédération, à la zone euro, évidemment pas, j'y viendrai dans 3 minutes, un État fédéral, les pays ne peuvent pas accumuler durablement des dettes extérieures, puisque évidemment, à un certain stade, et c'est ce qui s'est produit, ces dettes extérieures deviennent trop importantes et les pays subissent des crises de solvabilité externe. Et donc, la crise a été déclenchée en 2008 par la taille des déficits extérieurs, en Espagne, en Grèce, au Portugal, même en Italie. Et aujourd'hui, les pays de la zone euro, ne pouvant plus accumuler de dettes extérieures, puisqu'ils ont atteint le maximum d'endettement extérieur possible, sont obligés de faire disparaître leur déficit extérieur. Et vous voyez le processus extrêmement violent de réduction des déficits extérieurs qui, très rapidement, va amener tous ces pays à avoir des balances courantes équilibrées. Alors, ceci est parfois présenté comme quelque chose d'extrêmement positif, comme le début de la résolution de la crise. Effectivement, c'est totalement indispensable que l'on ait cette disparition des déficits extérieurs, mais c'est ici que se trouve la cause profonde de la récession durable. C'est que la seule manière
pendant beaucoup d'années de faire disparaître un déficit extérieur qui vient d'une cause structurelle, c'est-à-dire l'insuffisance de la taille des secteurs qui peuvent exporter. Cette cause structurelle ne se règle avec un peu de chance que dans le très long terme. La seule manière a été pour stabiliser les dettes extérieures que vous voyez là, la seule manière a été l'appauvrissement des pays désindustrialisés, la baisse de leurs revenus. Et vous voyez ici l'allure de niveau de revenus par tête en pourcentage de ce qui se passe du niveau allemand. Et vous voyez qu'à partir de 2008-2009, dans tous ces pays, vous voyez apparaître le début de ce processus d'appauvrissement. Ces pays deviennent plus pauvres relativement à l'Allemagne, le revenu diminue, et ce processus d'appauvrissement fait bien sûr baisser les demandes intérieures massivement, pas encore en France, mais ça ne va pas tarder, et vous voyez dans les autres pays de façon très importante. Et l'ajustement se fait par le recul des importations. Vous voyez par exemple que les importations de l'Espagne ont baissé de 20%, les importations de la Grèce ont baissé de 30%, de 40% même, et c'est le recul des importations dû à l'appauvrissement qui a stabilisé les dettes extérieures. Le problème, vous voyez, premier problème massif à laquelle nous sommes confrontés, c'est que nous n'avons pas, pour l'instant, d'autres moyens de stabiliser la crise, puisqu'il faut absolument empêcher que ces pays aient besoin d'accumuler d'autres dettes extérieures, et que, pour l'instant, ceci ne peut pas se faire par un autre mécanisme que la compression de la demande. Et cette compression de la demande doit être énorme, puisque comme ces pays perdent de la capacité de production, donc ils sont a priori dans une situation encore plus mauvaise du point de vue de leur commerce extérieur, il faut que la demande se diminue encore plus que la capacité de production. Donc vous avez besoin d'un effondrement du niveau de vie dans ces pays pour empêcher que la dette extérieure continue d'y augmenter. Et c'est exactement la situation où nous sommes aujourd'hui. Alors, à partir de cette situation, peut-on espérer que les choses s'améliorent à partir de 2013 ? Cette situation est affreuse. Vous voyez, nous sommes dans un processus où la seule idée que nous avons, c'est de faire monter le chômage et de faire baisser le pouvoir d'achat jusqu'à ce que les importations baissent suffisamment pour qu'il n'y ait plus de déficit extérieur, puisque ces pays ne peuvent plus s'endetter. Donc ce n'est pas très sophistiqué comme idée, mais c'est la seule qu'on ait, et donc c'est un ajustement exclusivement par l'appauvrissement des pays de la zone euro. Alors, a-t-on une chance que les choses aillent mieux à partir de 2013 ? Alors, je ne reviens pas sur l'environnement international. Je rajouterai par rapport à ce qu'a dit Jean-Marc tout à l'heure au début, que même s'il y a des reprises économiques dans des pays comme la Chine, il faut se méfier de ce que ce sont des reprises extrêmement domestiques. Quand vous construisez des logements sociaux, ça fabrique extrêmement peu d'importations, et donc ce sont des reprises économiques qui profitent extrêmement peu au reste du monde. En Chine, vous avez une reprise du PIB, mais pas des importations. Donc il faut faire attention aussi à la nature des reprises économiques. L'ajustement budgétaire va continuer. Contrairement à ce qu'on lit parfois, l'essentiel de l'ajustement budgétaire est devant nous, il n'est pas derrière nous. Prenez par exemple l'Espagne. En 2012, l'Espagne devait initialement ramener son déficit public à 4,5% du PIB. Il est finalement à la fin de l'année de 7,5% du PIB. C'est-à-dire que le progrès par rapport à 2011 a été pas de 4 points de PIB, mais de 1 point de PIB. Et donc, il reste pratiquement la totalité à venir de l'ajustement budgétaire dans la plupart de ces pays. Donc, ceci ne va pas non plus donner un allègement à la situation économique. Donc, je saute ça, vous le savez, le chômage se poursuit. Et puis, point très important, si ça voulait bien tourner, point très important, et c'est une très grande différence avec les États-Unis, bien que les taux d'intérêt aient beaucoup baissé depuis le mois de juillet, les taux d'intérêt restent extrêmement supérieurs aux taux de croissance, d'autant plus que si les taux d'intérêt sur les dettes publiques ont baissé, les taux d'intérêt sur les dettes privées ont très peu réagi à la baisse des taux d'intérêt sur les dettes publiques, et on en reparlera peut-être plus tard dans la matinée. Dans des pays comme l'Espagne, l'Italie ou le Portugal, les taux d'intérêt pour les entreprises sont absolument gigantesques par rapport à la situation économique du pays, ce qui est une des raisons de l'approfondissement de la crise et des problèmes de solvabilité dans ces pays. Donc, tandis qu'aux États-Unis, la Réserve fédérale a réussi à amener les taux d'intérêt très en dessous des taux de croissance.
Alors, contrairement à ce que vient de dire Muriel Roubini, aux États-Unis, le désendettement des ménages est extrêmement avancé. Le taux d'endettement des ménages est revenu à son niveau du début de 2003, c'est-à-dire avant la bulle immobilière, grâce à des taux d'intérêt très bas par rapport au taux de croissance. Dans la zone euro, le taux d'endettement des ménages est toujours à son niveau de 2007, c'est-à-dire qu'il n'a pratiquement pas diminué par rapport au pic. Alors, dernier point, je ne vais pas être trop long bien sûr, est-ce que nous sommes, ce que croient les marchés bien sûr, hein, est-ce que nous sommes vraiment en face d'une amélioration considérable du contexte institutionnel donnant une stabilisation durable à la zone euro? Alors, regardons les quelques points qui ont refabriqué l'optimisme des marchés. Union bancaire. Alors, vous savez que pour l'instant, d'abord, union bancaire, il faut quand même reconnaître que le marketing de la Commission européenne est devenu remarquable. Parce que, vous savez, OMT, vous savez qu'ils ont mis 4 jours pour trouver quelque chose qui soit les mêmes initiales en français et en anglais, ce qui est quand même un effort de marketing génial. Et alors, union bancaire, on a l'impression que c'est un truc incroyable, hein. En fait, le contenu est pratiquement nul, comme vous le savez, de l'union bancaire. Simplement, les régulateurs nationaux qui font encore l'essentiel du travail ont changé leur carte de visite. Donc, ici en France, la carte de visite des régulateurs qui font toujours le même travail qu'avant n'est plus marquée Banque centrale, de Banque de France, elle est marquée BCE. Mais c'est à peu près tout ce qui a changé. Il n'y a pas encore de recapitalisation directe des banques, il n'y a pas de système de garantie européenne des dépôts. Enfin, voilà, donc il y a quand même extrêmement peu. Et pendant ce temps-là, et je pense qu'on en reparlera plus tard dans la journée, les taux de défaut et les problèmes bancaires continuent d'augmenter. Vous savez que les non-performing loans représentent maintenant 11,4% du total des crédits en Espagne et n'arrêtent pas de monter. Plus de 7% du total des crédits en Italie et n'arrête pas de monter. Et donc, on est dans une situation de dégradation de la situation des banques, sauf en France, hein, mais dans la plupart des autres pays, en tout cas en Espagne, au Portugal et en Italie, sans qu'il y ait vraiment de nouveautés institutionnelles. Recapitalisation directe des banques, vous savez que c'est un point qui est très compliqué et qu'on ne sait pas encore si on pourra recapitaliser les vieilles pertes des banques ou seulement les nouvelles pertes, ce qui évidemment va être un gros problème. OMT, c'est l'OMT. Alors, on a l'impression que certains investisseurs croient que Mario Draghi se promène avec une valise remplie de 600 milliards d'euros partout. C'est pas du tout ça, hein. Vous savez que l'OMT sera déclenché si un pays fait une demande de programme européen, si elle est acceptée évidemment par la Troïka, si on décide qu'il ne s'agit pas d'une crise de solvabilité, parce qu'alors il y aura d'abord un haircut, si le Bundestag accepte ce programme, ce qui est un truc institutionnel très curieux, qui finalement met le Bundestag au-dessus du Conseil européen, et à ce moment-là, la BCE pourra commencer à acheter des dettes, et en réalité, pour des montants sans doute assez petits, hein. Donc il y a quand même assez peu de chance ici. Et fondamentalement, il faut se rendre compte que la position allemande a du sens, et je finis par ça. La position allemande, qu'on retrouve bien dans le rapport Van Rompuy, consiste à dire il ne faut pas faire les choses à l'envers. Tout ce qui a été proposé, c'est une mutualisation du risque souverain, que ce soit par l'ESM, par la BCE, hein. Il s'agit de mutualiser, ou d'autres propositions qui circulent, hein. Mais on ne peut pas mutualiser les risques souverains entre des pays qui ne sont pas dans une union politique. Et donc, il faut d'abord faire une union politique avant d'avoir le droit de faire une mutualisation substantielle du risque souverain. Si on veut mettre 20 milliards d'euros sur la table, bon, bien sûr, on n'a pas besoin de changer le cadre institutionnel. Si on parle de 1000 milliards d'euros de mutualisation du risque souverain entre l'ESM et la BCE, ça ne peut pas se faire sans un changement complet qui est une instance budgétaire centrale avec un droit de regard sur les budgets, sur les politiques. Et ceci, chez Van Rompuy, ça met 5 ans, et dans la réalité, ça mettra beaucoup plus de temps. Donc on n'a pas en réalité de capacité de mutualisation importante, puisqu'on n'a pas fait les pas politiques qui seraient nécessaires pour que ce soit accepté par les pays du Nord. Et dernier point, la seule solution, il me semble, mais évidemment, elle peut poser des problèmes démocratiques. Je ne sais pas, je vais reculer parce que je ne veux pas vous montrer tout ça. Voilà, c'est juste montrer ça. C'est ce que j'ai appelé le fédéralisme discret, c'est-à-dire de faire du fédéralisme, mais à petite dose, de manière à ce qu'il soit compatible avec l'absence d'avancée politique.
Et donc, ça inclut un petit ESM, plus d'investissements de la BEI, plus de soutien aux universités, des fonds structurels un peu plus gros. Ça, on peut le faire, cette espèce de fédéralisme insidieux et technocratique. Mais une vraie grande avancée vers la mutualisation des risques, elle me paraît strictement incompatible avec la situation politique aujourd'hui en Europe. Et donc, dernière phrase pour conclure, les économies, pour l'instant, continuent à aller plus mal, les banques continuent à aller plus mal, la mutualisation des dettes, si elle était nécessaire pour des doses massives, se heurterait à un problème d'organisation politique de la zone euro, et pendant ce temps-là, les Anglais achètent de la dette grecque. Voilà où nous en sommes aujourd'hui.